Sam ou Samy, je suis pas sûr, du Journal du Coin, journaliste. Je t'appelle Sam ou Samy? Sam, c'est très bien, hein. Sam. Sam, bienvenue sur l'émission, dans l'émission. Je suis vraiment ravi de te recevoir parce que je me suis un petit peu renseigné sur toi avant l'émission et je suis admiratif du nombre de personnes que tu as rencontrées dans l'écosystème des crypto-monnaies, de la blockchain. C'est vraiment impressionnant. Tu as vraiment eu l'opportunité de discuter avec énormément de gens qui comptent dans cet univers-là. Et c'est pour ça que tu es ici avec nous aujourd'hui, parce que je crois que tu peux nous apporter un point de vue qui est relativement unique en francophonie. Je t'invite, pour commencer, peut-être à te présenter et puis à me dire comment tu as atterri dans cette industrie-là, ce que tu fais au Journal du Coin et comment tu vois ton parcours dans l'univers des crypto-monnaies. Pas de souci. Tout d'abord, merci beaucoup pour l'invitation, Lucas. C'est très cool d'être ici. Pour ce qui en est de mon background, mon arrivée dans les crypto-monnaies, alors, comment la faire là? Alors, on a toujours cet ami qui nous parle un peu d'Ethereum, de Bitcoin, des crypto-monnaies en général, en plein bear market, mais on n'y paye pas attention. On entend ces quelques phrases et on se dit que c'est de la monnaie pour World of Warcraft et que c'est encore une histoire, enfin un truc de nerds qui va jamais percer éventuellement. Donc, j'avais justement cet ami en 2015-2016, un post-ICO d'Ethereum qui m'en parlait, mais ça rentrait par là, ça sortait par là. Affaire classée. Je trouvais ça intéressant, mais j'ai pas pris plus de temps pour creuser. C'était à l'époque du trusted setup de Zcash. Là, j'ai commencé à en entendre de plus en plus parler. Donc, c'était quand Zcash s'était lancé, c'était en 2016. Et puis en 2016-2017, je fréquentais un ami qui achetait des choses sur le web alternatif, hein. Et ce qui me passionnait, c'est que grâce à des crypto-monnaies, il pouvait faire parvenir des commodités de tout genre chez lui et que ça marchait réellement. Il existait vraiment une économie parallèle qui permettait à des différentes personnes à travers le monde de se coordonner, d'échanger de la valeur, etc., en s'affranchissant du système classique. Ça m'a marqué. Parce que là, j'avais vraiment quelque chose de concret qui se passait devant moi. Je voyais ce qui se passait et je trouvais ça vraiment intéressant. Ça, c'était en 2017. Et à partir de ce moment-là, j'ai décidé de consacrer du temps aux crypto-monnaies. Je n'avais pas beaucoup d'argent, hein. J'étais étudiant, donc je ne roulais pas sur l'or. Donc ce que je pouvais surtout consacrer, c'était un peu de temps éventuellement. Et les études prenaient aussi du temps. Mais quand j'avais du temps libre, ou des vacances tout simplement en été, je faisais quelques recherches. Je tapais voilà, Bitcoin, crypto. Moi je suis de Toulouse. Quelles sont les initiatives, les événements qui ont lieu autour des crypto-monnaies dans ma région pour rencontrer des gens qui en savent plus que moi, éventuellement progresser. Donc j'ai fait ça. Et je fréquentais en 2017 tous les 2 fois par mois un événement qui s'appelait le Beercoin à Place de la Trinité à Toulouse, qui existe depuis 2014, lancé par quelqu'un qui s'appelle Slashbean, qui est assez actif en ce moment sur les réseaux sociaux. Et c'est là que j'ai rencontré la plupart de mes crypto friends d'aujourd'hui, dont Benoît Huguet, qui maintenait un blog, un média d'analyse, on va dire, à l'époque, qui s'appelait, parce qu'il n'est plus en ligne, il me semble, BitConseil. Et donc BitConseil proposait des formations B2B, mais aussi publiait des billets, des papiers d'opinion sur la question de la monnaie, la place de Bitcoin, sa provenance, son impact politique, etc. Et moi, j'ai décidé de contribuer de temps en temps, de gratter quelques papiers aussi sur ce blog-là. Par contre, sur des projets qui me tenaient plus à cœur ou sur des questions comme comment apprécier un projet sur le plan fondamental. Mais voilà, c'était mes premiers essais qui n'étaient peut-être pas excellents, mais c'était un moyen de s'impliquer, de mieux comprendre cet écosystème-là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que BitConseil est devenu Journal du Coin par le biais d'une fusion, légalement parlant. Et donc, sur JDC, à ses premières heures, on s'est tapé un bon bear market. Et qui dit bear market et trafic qui chute, dit la période des vaches maigres, moins d'opportunités pour rentabiliser l'histoire. Parce qu'en fait, chaque jour, il faut produire un certain nombre d'articles. Les articles sont rédigés par des rédacteurs, sont intégrés par des intégrateurs. Il y a des illustrateurs, des graphistes qui vont créer les infographies, les couvertures, etc. Donc bref, il y a pas mal de coûts qui sont associés à cette activité. Et si tu ne prends pas le temps de bien roder la machine pour trouver un équilibre entre les coûts humains derrière cette structure et
Enfin, si tu prends pas le temps de rentabiliser la chose, bah, tu coules très rapidement. Donc pendant des années, moi, j'ai consacré surtout mon temps à nous trouver des partenaires commerciaux et trouver des moyens pour rendre en fait cette structure viable économiquement sans être embarrassant ou chiller les Davorcoin via des bannières dégueulasses ou via la newsletter, quoi. Des trucs à 3% APY daily. Et ça, c'était vraiment un challenge. Donc pendant la première année, 1 an et demi, on était juste en train de perdre de l'argent, on est tombé à découvert parce qu'on voulait pas en plus réduire cette fréquence de publication pendant le bear market. Donc c'était vraiment un challenge qui était difficile à surmonter, à compléter, on va dire. Et au bout d'un moment, ben, on a trouvé un point d'équilibre. Et pendant ce processus de raisonnement, je me suis dit qu'en parallèle, je pouvais aussi créer du contenu. Hein. Donc je grattais quelques articles et aussi je faisais mes premiers podcasts, mes premiers recaps de l'actualité pour créer un lien avec la communauté et aussi continuer mon apprentissage en fait de ces technologies, etc., cet écosystème. C'est à mesure que... C'est pendant cette création de contenu que je réfléchissais aussi à quelle méthode on pouvait employer pour être viable économiquement. Donc c'est plusieurs activités qui n'ont pas grand-chose à voir, qui finalement vont se rejoindre, vont avoir quelques synergies, quelques interactions, quelques points communs. En faisant un peu tout ça, je me suis retrouvé à faire après des podcasts, etc., tout en essayant de trouver des synergies à exploiter avec des boîtes qui me semblaient on va dire, intéressante technologiquement. L'idée, c'était de pouvoir avoir un média rentable et parler de choses qui nous intéressent. Et donc, dans cette quête, je faisais aussi de la création de contenu, j'élaborais d'autres stratégies qui font que... Donc, ça, c'est ce qui m'a pris pas mal de temps sur les 4 dernières années. Et aujourd'hui, je consacre vraiment la majorité de mon temps à me chamailler avec des maximalistes sur Twitter. Je fais des streams parfois, le jeudi, le dimanche. Et surtout, je consacre beaucoup de temps à mon autre compagnie qui s'appelle Node Guardians aujourd'hui. Voilà. Très bien. Et donc, moi, c'est vraiment un des aspects qui m'a intéressé dans ton profil. C'est justement tout ce travail que tu fais sur le fondamental et puis sur la compréhension vraiment relativement en profondeur des projets. Moi, c'est ce qui m'intéresse beaucoup. Il y a des milliers de projets crypto qui existent dans le monde. Il y en a un certain pourcentage qui est sérieux. Et parmi ces projets sérieux, c'est très difficile en fait de faire la part des choses entre ce qui peut faire la différence entre un projet qui va bien fonctionner et un projet qui va stagner, même s'il est bon. Ton expérience, qu'est-ce qu'elle t'a appris sur la manière d'évaluer le potentiel d'un projet? Qu'est-ce qui est vraiment important? On sait aujourd'hui que le Bitcoin a une place à part, on sait que Ethereum a une place à part, mais a beaucoup de concurrents. Comment tu jauges ces concurrents-là? Qu'est-ce que tu regardes en premier? Ah, on en est au point alpha drop du podcast. C'est pas un conseil en investissement. Alors, je suis pas un expert, mais c'est vrai que c'est une méthode c'est quelque chose qui me passionne et qui a un peu marché pour moi. L'analyse fondamentale, eh ben, la plupart des gens, hein, pas tous, hein, il y a aussi des gens ultra brillants, se ramassent les dents en essayant d'investir dans différents projets. J'en fais partie. Hein. Moi, j'ai été ruiné sur le bull market précédent par un projet qui s'appelle COS. L'idée, c'est du try hard and retry. Tu prends des projets et... il faut avoir une thèse, il faut avoir une vue d'ensemble du marché. Et c'est là que faire plein de podcasts et voir une rédaction tourner à plein régime est intéressant parce que ça te permet de voir ce qui se passe, on va dire, à vue de nez dans l'ensemble du marché. Quelles sont les grandes tendances technologiques? Quelles sont les boîtes ou les personnes qui sont controversées, par exemple? Qu'est-ce qui est à éviter? Quelles sont les pratiques? Quels sont les patterns que l'on revoit? Les patterns entrepreneuriaux, les profils de boîtes qui fonctionnent, ceux qui fonctionnent moins? Quelles sont les tendances? Là où va le capital? Donc c'est vrai que ça permet d'avoir pas mal d'intel, d'informations et de rencontrer des gens qui peuvent apporter en fait des points de vue, des informations qui sont intéressantes pour prendre ces décisions. Et donc, faire la bonne analyse fondamentale, ne pas se planter, ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend de qu'est-ce qu'on analyse. Est-ce qu'on analyse un projet de finance décentralisée? Est-ce qu'on analyse une plateforme de contrats intelligents? Ou est-ce qu'on analyse un nouveau truc qui se prétend être store of value, un fork de Bitcoin, etc. Et là, il y a 10 000 choses qu'on peut analyser et la méthodologie pour apprécier ces projets-là va beaucoup varier. Mais dans l'ensemble, il y a quand même des règles qui sont communes. Bon, il y a l'échelle, il y a la time frame en fait. Là,
je vais faire pas mal d'anglicisme, hein, donc que l'audience m'excuse, c'est la L'échelle de signature temps. avec moi. Le timing, la time frame, donc ça dépend en fait sur quelle fenêtre on va investir, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. L'idée, c'est de prendre des time frames un minimum long, hein, pour éventuellement, voilà, si on prend un mauvais point d'entrée, il y a des chances que sur le cycle prochain, notre thèse s'avère être bonne, etc. Donc il y a le timing. Après, il faut savoir ce qu'on veut, parce que beaucoup de gens achètent un projet et veulent avoir et espèrent un retour en 6 mois, 12 mois, et forcément ça se passe pas toujours bien, et il se peut que d'un bull market à l'autre, il y ait un changement de tendance complet et que le projet soit obsolète sur le bull market précédent. Donc c'est comme toutes les personnes qui ont acheté par exemple euh, des jetons à 3 dollars avant un bull market, ces jetons montent à 300 dollars, puis ils retombent à 6 dollars, et finalement ils sont pas contents parce qu'ils ont fait x2 parce qu'il y a une correction. Il faut vraiment définir en fait le timing. Est-ce qu'on juge qu'on rentre au bon moment? Est-ce qu'on rentre dans un bear market, dans un bull market? Donc ça c'est un élément à regarder. Après, le projet, il faut l'isoler, il faut prendre ce projet-là et regarder quels sont ses concurrents et dans quelle mouvance, on va dire, technologique il s'inscrit. Quel est le type du projet? Est-ce qu'il s'agit d'un protocole de communication cross-chain? Est-ce qu'il s'agit d'un agrégateur de DEX? Est-ce qu'il s'agit d'une plateforme de smart contract? Et à partir de là, il faut dresser une liste des concurrents et faire un peu l'état de l'art. Qui sont les concurrents? Quelles sont leurs caractéristiques technologiques? Qu'est-ce que ce projet a techniquement que les autres n'ont pas? Et est-ce que c'est quelque chose qui fait sens pour les utilisateurs en fait de cette technologie? Parce qu'il y a des projets qui proposent de la vérification formelle sous prétexte que sur Tezos on va pouvoir déployer des contrats de façon plus sûre parce qu'on peut formellement vérifier les contrats. Mais est-ce que finalement c'est une fonction auquel les développeurs sont très attachés? Il faut essayer de se projeter à la place des utilisateurs en fait d'une plateforme pour voir si les points, les qualités qui sont mises en avant par le projet font aussi sens ou c'est juste du marketing bullshit, etc. Donc avoir une bonne idée de l'état de la compétition, de la concurrence, pardon, savoir ce que font les concurrents, c'est très important. Après, il y a un autre truc, c'est les personnes associées au protocole. On va parler de provenance en fait. Qui sont les personnes qui ont conçu ce protocole? Est-ce qu'elles ont été liées à des affaires scabreuses par le passé? Est-ce qu'il s'agit d'académiques ou d'innovateurs depuis leur chambre d'étudiants? Il y en a pas un qui est meilleur que l'autre, hein. Attention, on peut être très, très intelligent en étant comme ça. Mais il faut voir d'où vient en fait la team derrière le projet. Ça ne veut pas dire que tu es académique, que tu vas faire un produit qui est market fit en fait. Tu peux faire quelque chose totalement à côté de la plaque, hein, qui est très honnête intellectuellement, très complexe, avec des belles formules, mais enfin, ça marche pas, hein, c'est juste pas ce que les gens veulent. Et donc il faut vraiment regarder aussi cet aspect-là. Ça ne veut pas dire que le white paper a de belles formules, des epsilon et des sigma de partout, et des charts, que le truc est hyper savant et qui va marcher, etc., que le jeton va s'apprécier. Ça n'a rien à voir. Il faut regarder après quels sont c'est une méthode qui marche. Je ne veux pas dire que c'est le jugement des fonds d'investissement, il n'est pas toujours juste, mais il faut regarder quels sont les fonds d'investissement qui sont impliqués dans le projet, combien il y a eu de rounds au préalable, si c'est un projet dont le jeton n'existe pas encore, pour avoir une idée de la dernière valorisation connue. Si le projet est déjà là, eh bien, il faut regarder quel est le schéma de déverrouillage, on va dire d'unlocking des jetons. Hein, certains se rappelleront peut-être de l'unlock de Solana le 7 janvier 2021, où la supply liquide théorique est multipliée par 8, mais le prix pump. Et oui, ce qui compte, ce n'est pas aussi... Il n'y a pas que la quantité de jetons en circulation qui compte, mais qui possède les jetons. Et là, il s'avère que l'unlocking concernait des personnes qui étaient en collusion. Hein, ce n'était pas des retailers ou des particuliers, hein, c'était des market makers, des fonds d'investissement, des exchanges, etc. Et les jetons des fonds qui avaient envie de vendre avaient été rachetés avant via des sessions d'OTC. Et ça, c'est des informations qui sont difficiles à obtenir, à moins que vous lurquiez sur des Discord ou des Reddit, ou que vous avez de très bons contacts, c'est difficile d'obtenir ça. Un autre outil qui est important quand on veut approcher un projet, c'est toujours essayer de fréquenter des personnes qui sont plus calées que vous dans un domaine dans lequel vous n'avez pas le temps de vous impliquer. Moi, NFT Metaverse, c'est pas le truc que je connais le mieux, donc je vais essayer de garder... d'aller sur des forums, des Reddit, des Discord, et de spotter quelques personnes avec qui je peux avoir un échange de savoir plus ou moins équilibré. Il n'y a pas besoin d'être connu ou autre, hein. Il faut un peu faire ses recherches, avoir quelque chose à apporter, hein. C'est comme quand vous faites un échange entre deux civilisations, il faut que ce soit à peu près équilibré. Vous trouvez des personnes plus compétentes que vous dans d'autres domaines et vous les consultez avant de prendre une décision d'investissement sur ce projet-là ou cette personne-là. Vous voulez checker ce profil-là, est-ce qu'il est bon, etc. Donc ça, c'est toujours quelque chose de bon à avoir un pool de personnes autour de soi pour affiner son jugement, avoir des inputs différents. Parce qu'aujourd'hui, dans le marché crypto, vous ne pouvez pas être bon partout.
ou peut-être que vous pouvez l'être, mais c'est très difficile. Il y a 40 000 secteurs et ça s'est complexifié et ramifié. Juste être bon en zero knowledge proof, c'est un job à plein temps. Et encore, hein, tout seul, c'est compliqué de savoir ce qui se passe. Voilà, d'être à jour sur tous les éléments techniques qui sont ajoutés sur chaque mois dans ce secteur-là. Après, il faut regarder autre chose. Là, on est sur des éléments un peu plus exotiques. Les méthodes de communication d'un projet. Est-ce qu'ils font du marketing bullshit et ils utilisent des superlatifs en mode We are the fastest, the most scalable and the most secure? Ça, j'aime pas. Ça, c'est un peu red flag. Ça veut pas dire que le projet est mauvais, mais en général, quand le projet fait sa promotion en trashant les autres, en faisant des fameux benchmarks avec des tableaux où les autres systèmes ils sont pas bons et eux ils sont bons, ça c'est un peu red flag. C'est pas ouf de faire ça aujourd'hui. Ou si le projet se met en avant en utilisant des superlatifs ou en se décrivant comme la seule solution qui résout le problème X, Y ou Z, il faudra préférer les projets dont la mise en avant est un peu plus humble. Ça, c'est un nouveau paramètre qui est important à prendre en compte, je pense. Les vrais builders, les vrais projets enfin, pas les vrais, hein, c'est pas déterminé, c'est pas 100%, hein, c'est pas absolu à chaque fois, attention, faut mettre des astérisques sur mes propos. Les vrais projets, souvent ont une communication qui est beaucoup plus humble et ils se concentrent juste en fait sur ce qu'ils font et ils vont éviter de trop voilà de vendre du rêve ou autre pour appâter des développeurs, etc. Donc il faut privilégier cette honnêteté intellectuelle, cette communication qui est saine. Les projets qui font ça sont souvent des projets que j'apprécie un peu plus et qui ont moins de chances de se louper ou qui essayent moins de nous saucer en nous vendant des choses un peu trop décorrélées de la proposition initiale, quoi. Voilà, un peu trop plus belle que ce qui est voilà ce qui est réellement présent en fait sur le système. Après la team, donc ça je l'ai déjà dit, il y a quoi d'autre? Il faut prendre aussi un marché, attention à la saturation du marché. Si on s'apprête à investir sur le nouveau bridge entre Ethereum et la BSC, mais qu'il y en a déjà 167 et qu'en fait il fonctionne très bien, peut-être qu'il faut passer son chemin parce que là on arrive sur une saturation de marché et en général sur un marché de bridge il y en a que 2-3 qui captent tout le volume et le reste c'est voué, ils sont voués à mourir quoi. Donc il faut faire attention et une chose qui est importante aussi parce qu'on peut toujours baser son opinion sur l'expérience des autres ou autres, passer sa propre expérience. Il y a beaucoup d'outils qui sont déjà au stade de MVP que vous pouvez déjà utiliser et qui n'ont pas encore de jetons ou quoi que ce soit. Et bien utilisez-les et utilisez les solutions, la concurrence, etc. Et faites-vous votre propre idée, ça c'est super important. Ça prend 2 secondes d'envoyer de l'argent sur Arbitrum et Optimism et explorer des nouveaux AMM, etc. Ça coûte 10 euros, mais peut-être que ces 10 euros, faut les mettre dans le bridge pour éviter de faire une erreur d'investissement de 1000 ou 10 000 euros, etc. Ça, je pense que c'est intéressant. Donc, il ne faut pas hésiter à tester la chose. Et il s'avère que il y a pas mal de produits qui sont très bien vendus, mais qui sont juste pourris en fait à l'utilisation. Et dans ce cas-là, peut-être qu'il faut considérer une nouvelle fois son investissement. Mais attention, les cryptos, c'est toujours comme ça. Il n'y a pas de lien entre la valeur intrinsèque, la qualité d'un projet réel en termes d'expérience utilisateur et son prix. Il n'y a pas toujours un lien. La nature fait bien les choses, hein. Il y a toujours ce healing process, hein. Au bout d'un moment, la qualité finit par être appréciée, il y a quand même une forme de justice, mais parfois, ça peut mettre un cycle de plus ou 2 ans avant de finalement arriver. C'est comme le cas de Bancor. C'est eux qui ont inventé le concept des automated market makers, des AMM, mais qui est-ce qui a volé la vedette et qui finalement a été utilisé à grande échelle, hein. Enfin, pas à grande échelle, hein, à l'échelle de la DeFi. C'était Uniswap. Oui. Non, c'est pas eux les inventeurs du concept de l'AMM. Donc voilà, il y a une justice un peu crochue dans les cryptos qu'il faut aussi il faut faire attention avec ça. Après, au bout d'un moment, à force de mettre votre argent dans ces altcoins, shitcoins, vous appelez ça comme vous voulez, vous allez développer un 6e sens. Et juste en voyant les réseaux sociaux du projet, le Discord, la communauté, vous allez le sentir ou pas, si ça pue ou ça pue pas, etc. Allez, j'ai oublié une chose, hein, je parlais de Discord. Allez voir la communauté. Comment la communauté se comporte, de quoi on parle sur le Discord. Si on parle juste de when giveaway, when airdrop, when token, que c'est pas modéré, c'est pas bon aussi. Si on vous promet des rendements ou des choses comme ça peut être un peu red flag. Mais ça veut pas dire qu'il faut passer le truc pour autant. C'est une stratégie de marketing, hein, promettre du rendement. C'est ce qui a un peu fiolé toute la DeFi actuelle avec ce qu'on appelle les ponzinomiques ou les liquidity mining. Je vais plutôt choisir liquidity mining, mais il faut appeler un chat un chat. Faut juste être prudent avec ça et surfer sur ces opportunités et ne pas être trop cupide, greedy. Voilà. Donc j'ai mis en vrac
plein de points pour apprécier un projet, mais j'en ai peut-être oublié certains, peut-être le volume aussi. Bon, je rentre pas sur un projet où le truc est listé sur Hotbit, BitZ et un DEX pourri avec une profondeur de paire sur CoinGecko de moins de 1000 $. Et je vais pas regarder CoinGecko, je vais voir ce que CoinGecko me dit. Si je vois déjà que la lecture de CoinGecko, enfin le truc me montre 1000 $ pour faire bouger le prix de 2%, j'arrête de suite, j'essaye d'éviter. Euh, Parce qu'attention, il y a des projets qui sont de très bonne qualité, potentiellement pour un futur bear, qui sont peut-être même en avance en fait sur leur sujet, qui n'ont pas beaucoup de liquidité, parce que quand on lance un projet, surtout avec des petites levées de fonds ou sans levée de fonds, bah, c'est difficile d'avoir des market makers ou d'avoir de la liquidité profonde, parce que les personnes qui instiguent le projet, elles n'ont pas beaucoup d'argent. C'est le cas de plein de projets qui sont super intéressants, comme Paladin ou autres, il n'y a pas beaucoup de liquidité. Ce qui me frappe dans ton discours, c'est qu'il n'y a pas de miracle en fait. Ça demande quand même une forte implication d'aller chercher soi-même ces investissements. Je trouve que c'est un milieu qui pour ça est très difficile, d'autant qu'on n'a pas encore toutes les sources d'informations. Tu me diras peut-être que le journal du coin en est une bonne, mais je pense que c'est peut-être ce que je retiens de ce que tu dis, c'est que il y a beaucoup d'engagement à avoir pour comprendre comment ça fonctionne. Il faut y mettre du sien, il faut aller mettre les mains à la pâte. Moi, ça recoupe beaucoup mon expérience. Je passe moins de temps que toi à regarder ce genre de choses. Mais le temps que je passe, effectivement, je constate que c'est en s'impliquant et qu'on ne va pas trouver les informations directement en tapant sur Internet quel est le meilleur coin en ce moment. Non. Évidemment. J'aimerais qu'on parle un petit peu d'innovation. Oui. Moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup. J'ai remarqué que les phases de marché fonctionnent beaucoup avec des vagues d'innovation. On a parlé de la finance décentralisée, on a parlé des NFT. Il y a un peu des phases à la fois d'innovation, mais aussi de mode qui se superposent ou non. Est-ce qu'on va continuer à vivre des phases d'innovation aussi fortes et aussi puissantes, avec autant de buzz, j'ai envie de dire? Est-ce que tu penses qu'on a des grandes innovations dans le domaine de la blockchain qui sont en train d'arriver, pas encore connues du grand public, et qui auront des impacts aussi forts que ce qu'on peut voir en finance décentralisée, par exemple? Ah, est-ce qu'on aura une nouvelle vague de quelque chose A-t-on tout Oui. découvert dans les grandes innovations qu'apporte la blockchain? C'est un peu ça ma question derrière. Et derrière ça, il y a en fait la question de savoir est-ce qu'on va avoir encore des grands cycles de hype ou est-ce qu'on va plutôt vers un marché qui sera peut-être un petit peu plus lisse? Ben, je pense que c'est à l'image, je suis pas trop, c'est juste une idée, je pense que c'est à l'image de d'autres secteurs comme le Web 2, l'Internet, etc. Il y a toujours une phase où les opportunités sont énormes, il y a une croissance qui est gigantesque, etc. Il y a une correction, puis une nouvelle phase avec son nouveau lot d'opportunités, puis une correction. Et à mesure que l'on avance dans le temps, eh bien, l'upside, les opportunités sont réduites. Il y a de moins en moins de choses qui captent des capitaux. La maturité de l'écosystème est renforcée et surtout les valorisations augmentent. Donc les profits potentiels autour d'un projet X, Y ou Z sont réduits et surtout les valorisations gagnent en maturité et donc il y a un peu cet équilibrage qui se fait finalement. On voit moins de valos délirantes et le marché s'autorégule d'une façon les grands profits se suppriment un peu à mesure que l'on avance dans le temps. J'ai envie de dire la chose, de proposer la chose comme ça. La fonction de base d'un Déjà, il faut quand même un peu, je pense, distinguer Bitcoin des plateformes de contrats intelligents, des projets d'infrastructure, etc. La fonction de base de Bitcoin, qui est un timestamp server, hein, c'est juste un outil euh, qui permet d'échanger de la valeur, enfin des messages, hein, tout simplement, un sorte de registre que tout le monde maintient et qui se veut le plus résistant à la censure, avec une distribution vertueuse des jetons et surtout une quantité d'unités échangeables qui est très limitée. Non, 21 millions, c'est logarithmique, il y a une inflation, il y a des rewards par bloc, mais il y a des halvings, voilà, c'est pas vraiment une inflation, mais il y a une quantité de jetons qui est émise chaque année, et puis voilà, donc c'est surtout prévisible, il n'y a pas de surprise, etc. Donc ça résout un problème qui est le suivant, on peut stocker quelque chose qui normalement
c'est toujours corrélé au dollar parce que finalement beaucoup de fonds d'investissement, de pension funds prennent des expositions à Bitcoin et peuvent avoir un impact critique sur le marché. Mais pour qu'il y ait cette décorrélation, il faut que cet instrument d'échange soit accepté par une population de plus en plus grande. Après, on peut s'en servir pour faire des rémittances, pour échanger de la valeur. Donc ça, c'est une chose. Et ça, finalement, ça résout beaucoup de problèmes. Là où on va un peu plus loin, c'est avec Ethereum. On a une sorte de grand ordinateur partagé, donc Turing Complete. On peut déployer toutes sortes de programmes là-dessus et on peut créer des applications résistantes à la censure. Donc on peut imaginer toutes sortes d'use cases sur Ethereum, comme un Twitter décentralisé, j'en sais rien moi, des jetons de gouvernance pour une DAO, donc une organisation autonome composée de personnes qui partagent un intérêt pour quelque chose. On a un outil de coordination ultra sophistiqué. Ça, c'est une révolution. Une autre révolution qui finalement aurait pu être implémentée. Non, le problème c'est qu'en 2015-2016, au lancement d'Ethereum, il n'y avait pas encore assez de tooling, d'outils, de maturité, de développeurs pour construire l'infrastructure d'aujourd'hui qui est nécessaire pour construire les applications DeFi d'aujourd'hui. Donc il faut d'abord construire la couche de base. Aujourd'hui, il y a beaucoup de tooling, de templates, de maquettes de smart contracts, d'oracles, d'outils d'indexation comme The Graph qui n'existait pas. The Graph, c'est 2018-2019. Il y a beaucoup d'outils qui permettent de construire rapidement. Maintenant que ce stock de base est bon, on est prêt pour la prochaine grande innovation. On va pouvoir construire des applications un peu plus sophistiquées. On va pouvoir recréer en fait la finance de façon décentralisée. Ok. Donc aujourd'hui, on est en mesure de pondre un peu ce qu'on veut sur un système comme Ethereum ou n'importe quel truc EVM compatible. On peut faire des marchés de produits dérivés. Avec des oracles, on peut même négocier en fait des actifs qui ne sont pas on-chain, comme par exemple, j'en sais rien, moi, des barils de pétrole ou autre. Alors il y a toujours ce problème-là, c'est un oracle. Si tu me fais un truc on-chain, mais que le prix dépend de quelque chose qui est off-chain, c'est peut-être Vanessa qui update le prix du pétrole, qui peut tout faire foirer et te liquider. Et si Vanessa est corrompue, finalement, l'oracle, il ne fait que rapporter la donnée qui vient de quelque chose qui est off-chain, une base de données qui est totalement corruptible, et on a ce problème-là. Mais donc, ça, c'est la grande innovation. Je pense qu'aujourd'hui, on est en mesure de faire à peu près tout ce qu'on veut sur ces plateformes-là. Les seules grandes innovations qu'on observe, et je pense qu'elles vont peut-être faire un peu moins sensation que celles de la DeFi, DeFi Summer, etc., c'est des nouvelles approches en termes de théorie des jeux pour inciter des acteurs à prendre part au réseau. On a des innovations avec des concepts comme le Play to Earn ou le Move to Earn, qui sont plus ou moins pop-on-esque pour la plupart, pas tous, qui permettent d'augmenter l'adoption. Et finalement, ça nous ramène, d'accélérer l'adoption. Ça nous amène à un nouveau challenge qu'on n'a pas encore résolu, qu'on est en train de résoudre. Comment avoir des millions de gens qui utilisent un même système, composable ou non composable. Donc on fait soit des layers 2, des fractals, ce qu'on veut, ou un système comme Solana, et on contre des limites parce que le truc est instable, il y a certains features techniques qui... Bref. Ça, cette révolution, elle est en train de se passer dans un contexte de marché qui n'est pas le plus joyeux, mais elle est en train de se passer, tout simplement. Est-ce que ça va... Voilà, elle a été accélérée, la recherche, les capitaux déployés ont été plus forts pendant le bull market. C'est une recherche qui va se maintenir pendant le prochain bear market, mais quelle va être la grande narrative du prochain bull market? Beaucoup de gens, dont moi, parlaient de Layer 2 Season. Il va y avoir les Layer 2 qui vont lancer leur jeton de gouvernance. Est-ce que ça va être en fait pendant le meilleur moment de marché? Sûrement pas, mais les Layer 2, c'est quand même quelque chose d'intéressant. Et donc là, on parle des systèmes qui viennent se greffer sur Ethereum, c'est bien ça? C'est ça. Qu'est-ce qui peut être en fait la grande innovation? On a un autre problème à résoudre, l'infrastructure. Donc tout dépend de data center, AWS, Google Cloud, etc. Donc il y a des trucs comme Flux ou Akash, plutôt Akash, qui essaye de décentraliser un peu le cloud et d'impliquer des machines domestiques dans par exemple, proposer du cloud computing basé sur des contributeurs qui viennent plus ou moins indépendants, qui viennent de partout dans le monde. Est-ce que ça va être suffisant pour amorcer un nouveau bull market? J'en sais rien. Ce qu'il faut regarder de plus loin, et pour moi, ça peut être les breakthroughs manquants, parce qu'on a déjà tout inventé, Bitcoin et Ethereum, ça suffit. Ça suffit pour pas mal de choses. Après, si on veut une finalité plus courte, il faut peut-être aller sur Avalanche, un subnet ou un Layer 2 qui a ces propriétés-là. Mais ça, c'est déjà deux grandes innovations. Ce qui manque peut-être,
bah, c'est de la privacy, mais les gens, tout le monde s'en fout de la privacy. Je veux dire, NordVPN, ils te font une pub, c'est pas pour te protéger de ton gouvernement qui fait du... Non, c'est juste pour regarder des séries qui sont pas disponibles sur Netflix en France. C'est ça l'argument de vente. Donc en fait, tout le monde s'en fout jusqu'à que... Et peut-être que, on va pas l'espérer, mais peut-être qu'il faudrait l'espérer, dans 2 ans, il y aura je sais pas, une nouvelle loi totalement liberticide et scélérate qui forcera les gens à systématiquement déclarer leur MetaMask ou faire voilà, un KYC pour utiliser MetaMask. Et peut-être qu'il y aura un éveil de la conscience, un ras-le-bol total, et là, eh ben, il faudra des solutions qui proposent de la privacy et qui sont hautement scalables. C'est pas encore disponible. Les trucs comme Mina, même si je les aime bien, ou Starkware ne proposent pas encore. Mina, c'est un temps de bloc qui est énorme, qui n'est pas prêt pour une adoption de masse, c'est 5 minutes par bloc. Starkware, on ne parle pas encore de privacy. Le premier use case, c'est voilà, c'est scaler Ethereum. Donc ça, c'est peut-être quelque chose à surveiller, la privacy. Et autre chose, une autre innovation, j'avais oublié ce que je voulais dire, mais ouais, je ne sais pas quel peut être C'est pas grave, ça te reviendra peut-être. Est-ce que tu crois dans un scénario auquel j'ai souvent pensé La modularité, pardon. Voilà. Ah, Ce qui permet à des gens de construire en fait leur blockchain souveraine sans avoir à lancer leur propre réseau de validateurs. Ça, c'est pas mal. Avoir leur propre le roll-up, etc. Et ne pas avoir à bootstrap un réseau de validateurs et d'avoir des réseaux de validateurs partagés. Enfin, des trucs comme Celestia, c'est intéressant. Donc, ça peut être aussi quelque chose qui anime un. si je comprends, c'est des outils qui permettent aux gens de gérer plus facilement des systèmes de blockchain, c'est ça? En fait, le problème quand tu veux lancer ta blockchain sur Cosmos ou autre, c'est que tu dois avoir des validateurs pros qui synchronisent en fait ta blockchain et qui produisent les blocs Hmm. et qui la sécurisent, à qui tu vas distribuer la supply qui vont en gros assurer la sécurité de ton réseau dans un système à preuve d'enjeu. Mais il faut les inciter économiquement en leur distribuant des jetons dès le départ pour qu'ils puissent animer leur node. Et en plus, il faut distribuer des jetons via une inflation parce que maintenir la machine, ça a un coût humain et un coût hardware, matériel. C'est vraiment un vrai problème. Ça augmente les coûts, la barrière à l'entrée pour créer son propre environnement d'exécution. Eh bien, il y a des systèmes où Celestia, c'est un plug and play, un système un layer de consensus et de disponibilité des données qui est plug and play. Tu te connectes en fait à Celestia et tu hérites de la sécurité de Celestia. Et à la place d'avoir toute cette coordination, de mettre des validateurs sur voilà alignés, etc. Bah, tu payes pour ta sécurité avec ton token ou qui va être converti dans le token Cell par exemple. Et t'as pas à te préoccuper de tous ces aspects-là. Donc ça réduit encore plus les barrières à l'entrée pour créer des écosystèmes souverains de Hmm. voilà, global purpose, hein, pour faire un peu tout et n'importe quoi. Mhm. Pour simplifier, pour vraiment faire très court. Non, c'est très clair. Euh, Est-ce que tu crois dans le scénario d'un grand jeu vidéo beaucoup plus ambitieux que ce qu'on a pu voir sur Axie Infinity, qui viendrait démocratiser, parce que tu parlais tout à l'heure de l'adoption par million. J'ai souvent pensé que, un petit peu à la manière de ce qu'avait fait World of Warcraft à son époque, qui avait créé une espèce de consensus autour du jeu massivement multijoueur, avec jusqu'à, je sais plus, des dizaines de millions de joueurs. Est-ce que ça te paraît quelque chose de crédible qui va exister un jour? Ou c'est impossible de créer une économie viable sur le long terme dans un jeu? Ah non, c'est une économie viable dans un jeu à partir du moment où c'est du play to earn et que le jeton, ces schémas-là, ils font pas trop de sens. Après, si t'as un super jeu qui lance son jeton et que tu arrives à fédérer des millions de gens qui sont attachés en fait à ce qui se passe dans cet univers parallèle, qui commence à donner de la valeur en fait aux objets dans le jeu, etc. Mais le problème en fait, ça va être un play to earn, parce que les gens vont jouer pour récupérer le jeton. Si tu leur vends le jeton directement, bah, c'est un pay to win. Quoique non, tu peux faire en sorte que en gros, le jeu, la méta du jeu ne dépendent pas en fait des objets que tu peux acheter, c'est simplement des objets de vanité, donc des Hmm. montures ou autres qui vont dépendre en fait de tes investissements. Donc pas des choses qui vont te rendre plus fort dans le jeu, mais plus beau. À partir du moment où les gens accordent une valeur à ce jeu-là et qu'il y a des millions de gens qui y jouent, tu peux éventuellement imaginer une économie
ouais, je pense que c'est possible. Techniquement, je pense que c'est possible d'avoir un jeu vidéo avec des centaines de milliers de comptes qui se mettent à jour, des distributions il y a des solutions qui arrivent à proposer ce genre d'environnement avec une décentralisation plus ou moins discutable, mais acceptable. De toute façon, on n'a pas besoin de ça pour un jeu vidéo. Pire, ils font un snapshot de l'ancien état du jeu vidéo, mais bon, il faut aussi garantir un minimum de sécurité, sinon on finit comme Ronin avec Axie Infinity. Est-ce qu'on peut vraiment créer une économie? Je ne me suis pas penché sur la question, mais même si le jeu est très bon, ouais, après une gouvernance, enfin, la gouvernance sur un jeu peut-être, tu peux voter avec ton jeton sur quel va être le prochain DLC ou autre, et en fait plus ta communauté est grande, plus la valeur, en gros, l'intérêt qu'il y a à influer sur la gouvernance du système est fort. Je pense que c'est possible, Hmm. mais il y a quasiment aucun. Enfin, il y a peu de candidats qui Ça. proposent quelque chose qui s'approche en fait de cette vision-là. Peut-être aujourd'hui, j'en sais rien. Hmm. On va parler un peu du bear market, Oui, le sujet un non. peu plus chaud du moment. Euh, Assez violent finalement. Moi, je suis intéressé de savoir comment tu vois, comment tu interprètes cette baisse qui s'est vraiment accélérée ces dernières semaines. Est-ce que tu vois une cause particulière? Est-ce que tu es plutôt dans l'école macro, dans l'école il y avait trop de, c'était une bulle, c'était l'euphorie. Est-ce que tu crois dans les cycles? Est-ce que c'est un peu de tout ça? Comment tu vois les choses? Je pense qu'on a. Moi, je pense que. Je pense qu'on a bien. Enfin, le festival, la fête a bien duré. Ça fait plus ou moins un an et demi qu'on est dans une sorte de bull run et il y avait un certain épuisement de la part de toutes les parties impliquées dans ce truc-là. Ça a été catalysé par le quantitative easing, donc l'impression de dollars en masse pour mitiger l'impact du Covid. Donc finalement, je pense que la macro a son rôle à jouer dans ce que l'on observe aujourd'hui dans les cryptos. Il y avait un peu de surchauffe. C'est bon, la fête est finie, il fallait que ça se tasse. Et puis, à un moment, j'avais dit que j'avais l'impression que tout le monde lançait sa collection de NFT générative à coup de voilà, je veux 3 millions et après ça vous permettra d'avoir un accès au Discord, d'acheter mon NFT, etc. Il y avait une qualité moyenne des projets qui était ouais, il y avait de plus en plus de cash grab, des Ponzi qui tournaient à toute allure. Enfin, vraiment des scams pour le coup, parce que là, il y avait rien derrière. Il y avait beaucoup de projets dont la qualité était discutable. Et donc, il fallait que la mer se retire. Et ce qui a un peu catalysé ça, ça a été la macro un peu mauvaise qu'on a cette année, entre les hausses de taux d'intérêt et les conflits qui nous tombent dessus et qui nous pendonnaient, comme par exemple une éventuelle annexion de Taïwan par la Chine, on n'en sait rien, et toutes les implications que ça peut avoir en sabotant pardon, tout le monde des semi-conducteurs, j'en sais rien. Tout ça, bah, ça crée un climat d'incertitude. Et la vérité, c'est que, voilà, je le disais un peu plus tôt dans le podcast, il n'y a pas encore de décorrélation entre les cryptos et les marchés classiques. Les cryptos sont des actifs hautement volatiles à haut risque. Beaucoup de pension funds sortent de leur position sur ce type d'actifs quand le vent tourne pour se concentrer sur d'autres. Et bref, il y a quand même une certaine directionnalité du marché qui est alignée sur ce qu'on a dans le monde classique. La décorrélation, c'est peut-être pour plus tard. Et donc, ouais, ça ne nous aide pas. Et en fait, si on ajoute par-dessus ça l'échec enfin, les black box, les dramas de Celsius ou encore l'effondrement de Terra Money, bah, ça accélère la chose. Parce que, bon, bien sûr, ils vendent des bitcoins pour maintenir le PEG. On ne sait pas si ce qui s'est réellement passé, ça manque de transparence. Quand on voit voilà, ce climat de panique, enfin cette incertitude, je pense que je me répète une nouvelle fois, je voulais dire quelque chose d'autre. Je pense on a quelque chose, on a une correction et une correction vraiment, vraiment brutale. Donc, Hmm. donc pour moi, c'est parti pour une année 2022 très calme et peut-être même 2023, mais c'est pas grave, les fondamentaux sont toujours là et il y a une sorte de purge qui se fait. Le seul truc qui m'effraie un peu, enfin qui m'effraie un peu, c'est justement on le voit avec Mika 2 en Europe, c'est que maintenant on a donné du pain béni à ces régulateurs pour nous sortir des frameworks, des trucs légaux ultra rigoureux, ultra sévères. Parce que qu'est-ce que tu veux dire contre un opérateur de lending centralisé qui gère 20 milliards au pic du bull market ou 15 milliards?
voilà, qui fonctionne comme une black box, qui sape finalement la réputation de la DeFi alors qu'il n'a rien de DeFi. Hein. Celsius, c'est une boîte qui a levé 1 milliard de dollars en equity et qui propose une interface voilà, de CeFi pour interagir avec la DeFi. Il y a besoin de ce genre de solution, mais non, clairement, j'ai oublié ce que je voulais dire. Clairement, ça, c'est une catastrophe. Voilà, pareil, il y a Terra Money avec des dizaines de milliers de retailers qui perdent de l'argent. C'est typiquement cette régulation. Je pense que c'est cette régulation qui peut nous enfoncer un peu plus et étendre un peu la période des vaches maigres. Ça, vraiment, je sais pas ce que ça va donner. Un stablecoin Act aussi. Hein, il faudra faire un KYC pour toutes les adresses sur lesquelles il y a plus de 10 000 USDC. Pas mal de choses pour freiner un peu l'adoption. Mais c'est aussi ça qui pourra peut-être nous mener vers un prochain âge d'or en fait des cryptos. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que la régulation, c'est ce qui permet aux banques, aux institutions de travailler dans un domaine financier particulier. Et on sait que c'est ce qui les ralentit aujourd'hui et qu'ils sont en train d'essayer de préparer un terrain sur lequel ils vont pouvoir. C'est pas ce que j'entendais. C'est-à-dire s'il y avait trop de régulation, un pétage de Je comprends bien. câble collectif global et en fait on abandonne tout, on s'en tape complètement et les gens adoptent le système contre vents et marées. Je pensais plutôt à ça. Oui, très bien, très bien. Mais je pense Ouais. qu'il y a deux faces en fait du problème. Il y a le fait que ça peut ralentir l'adoption, mais il y a le fait aussi que en fait, c'est une sorte de négociation qui se déroule là entre, enfin j'ai l'impression en tout cas, qui se déroule pour savoir sur quel mode on va traiter ces crypto-monnaies. Parfois, certains parlent d'interdiction. Moi, ça me paraît difficile parce que j'ai l'impression que l'occasion de vraiment taper très très fort sur les crypto-monnaies, c'était 2018 après les ICO. Pour une raison qui m'a toujours un petit peu échappé, ils n'ont pas tapé très fort et ça me fait penser qu'il y a une sorte de résignation aujourd'hui de la part des dirigeants qui n'ont pas envie, mais qui, à reculons, essayent de trouver un mode de vie avec ces actifs qu'ils n'aiment pas trop, mais qu'il est un peu trop tard en fait pour complètement étouffer. Je ne sais pas si tu vois les choses comme ça ou pas. Il y a peut-être un peu de lobbying, hein. Il y a des collectifs comme voilà qui essayent un peu de défendre les intérêts de ce secteur-là ou autre, mais je pense que la direction que prend la régulation dans des endroits qui étaient autrefois attrayants comme Singapour ou au Japon ou en Corée du Sud avec des travel rules à tout va, c'est absolument absurde. Ou encore l'Union européenne avec son MiCA 2, ses travel rules, soi-disant pour lutter contre le blanchiment d'argent et la lutte contre le terrorisme. Hein, ça, bon, ça c'est le speech classique. Ça, je pense que ça pue clairement. Aux États-Unis encore, la barre est tenue. Mais la SEC met quelques mandats. Les Gensler, il nous a pas encore révélé tout son agenda. Hein. La SEC, elle a quand même récupéré son argent auprès de tout le monde, auprès de Block One, auprès de Nomadic Labs, enfin Tezos, auprès de Salt. Il y en a pas mal qui ont fait défaut de paiement. Elle a fait son petit carnage. Elle en a épargné ces quelques-uns. Là, elle est en train de faire son truc avec Binance. Mais finalement, c'est juste des cartes. C'est qu'une question de temps avant qu'elle alloue des ressources à chaque projet pour venir leur ponctionner une partie de leur trésor. Ah, mais de Donc toute façon, je crois que c'est évident que le trésor est très appétissant et qu'ils en prendront une part. Mais ça, je crois que oui. c'était à prévoir depuis le tout départ. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a quand même un incentive pour les gouvernements de ne pas trop étouffer la poule aux œufs d'or pour pouvoir en prendre une partie, tout en gardant le contrôle. Parce que c'est un grand mystère pour moi comment un gouvernement peut laisser une monnaie totalement autonome et incensurable exister sur son territoire. Mais c'est quand même ce qui s'est passé depuis quelques années. Donc c'est la direction qu'on prend et je pense qu'on verra plus clair dans 2 ans déjà. Je ne sais pas si toi tu regardes ça de près, mais je pense que dans les 2 ans, on devrait avoir quand même un peu plus de décisions concrètes qui seront prises. C'est juste ou pas? Où ça, exactement? En Europe, aux États-Unis? Ah oui, oui, je pense que là, il ne s'agira plus de décision. Les textes écrits aujourd'hui ou qui seront prêts dans les prochaines semaines, les prochains mois, seront en vigueur dans 2 ans avec Mm. le lot de conséquences, Mm. enfin, avec tout ce que ça implique. Hein. Peut-être que les wallets self-hosted ou non custodial
comme MetaMask ou Wallet Connect, j'en sais rien, bah, peut-être qu'ils seront interdits ou qu'il faudra faire un KYC. S'ils ne mettent pas à jour leur application en forçant le KYC, ben on ne pourra pas s'en servir. Je ne sais pas ce qu'on peut, mais typiquement ça c'est ce qui me plaît pas du tout. Que je vois bien arriver. Mais certains pays arrivent à s'affranchir. Voilà, on évite un peu ça pour des endroits comme les États-Unis. Il y a une grande opportunité économique à ne pas suivre en fait le troupeau. Parce que finalement, bah, les environnements, les pays qui n'adopteront pas une régulation trop stricte envers cet univers-là, cet écosystème-là, bah, capteront la valeur, les innovateurs, les gens qui sont en quête de cette liberté ou de cet environnement un peu plus sain, qui n'ont pas envie de rendre des comptes au moindre. Parce qu'on le sait très bien, c'est bien, la régulation, ça, c'est pour gérer le risque, mais ça sert strictement à rien dans les cryptos. C'est pas du tout le truc qu'il faut surveiller. Alors là, je prends parti, hein, j'ai un avis un peu contendant là-dessus, mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, on, on va voir ce que ça donne. Ouais. Euh, Parlons un peu de finances décentralisées. Moi, c'est vraiment une question qui me taraude. Oui. J'ai l'impression il y avait le DeFi Summer, je crois que c'était en 2020, Oui. où on a vu vraiment ces protocoles exploser avec des valorisations incroyables. Tout le monde était fou de finances décentralisées. Et puis là, on a quand même atteint, ces dernières semaines, on a parlé de Celsius, on a parlé de Terra. On atteint les limites de la promesse qu'il y a là derrière. Après ce qui s'est passé, et après aussi même sur les projets comme AAV plus solides, on a des prix qui ont eu de la peine depuis déjà un certain temps avant la baisse actuelle. En tout cas, c'est l'impression que moi j'ai eue. Comment tu vois la finance décentralisée évoluer? Ça reste le big use case, le grand cas d'utilisation de la crypto-monnaie, ou c'est quelque chose qui s'est un petit peu dégonflé, qui est un petit peu déçu et qui parviendra pas finalement à tenir toutes les promesses qui pouvaient être celles du départ? Le vrai problème de la DeFi, c'est l'infrastructure qu'il y a en dessous. Est-ce elle peut être potentiellement attaquée au niveau infrastructurel? À partir du moment où on émet des dizaines de milliards de dollars d'obligations sur un système qui peut être attaqué par une attaque des 51% ou une attaque économique, on a un vrai problème. Est-ce qu'on a envie de faire confiance à cette plateforme-là? L'autre problème des systèmes distribués, ben, c'est la liveness en fait. Est-ce que le truc ne va pas tomber en panne à mesure qu'il croît? Parce qu'un système qui s'arrête et qui ne fait plus de liquidation parce qu'il ne suit plus les prix, par exemple, off-chain, c'est potentiellement des millions de gens qui peuvent perdre de l'argent et des milliards de dollars. Et donc ça, c'est pas acceptable pour un environnement économique, pour un système d'échange. C'est pas bon. Mais je pense qu'on n'a pas fini de. La DeFi fait sens. C'est très débile de dire quelque chose comme ça parce que c'est sommaire, mais une déception, oui et non. La déception, et c'est aussi parce que c'est un vrai challenge, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de protocoles qui sont vraiment rentables. Beaucoup n'ont été que faits éphémères à coup de. Voilà, qui ont connu un élan particulier parce que c'est le bull market à coup de liquidity mining. On parle de Ponzinomics, etc. Mais finalement, c'est du marketing comme toute autre chose. Après, bon voilà, il y a beaucoup de protocoles qui ne sont pas rentables. Il y a eu le drama avec les histoires de culte de la personnalité qui ont donné la pire réputation aux protocoles de DeFi. Est-ce qu'en fait, les protocoles de DeFi sont vraiment des protocoles de DeFi? Entre eux, je parlais de vulnérabilité des systèmes sous-jacents qui peuvent être pas assez décentralisés. Mais il y a aussi un autre problème. Est-ce que le protocole DeFi, il est instoppable? Ou c'est un multisig derrière? Il y a des admin keys qui permettent de changer les paramètres du protocole, de blacklister des adresses, comme ça. Ou est-ce que le protocole, la team, elle a 60% des jetons, donc elle peut faire passer n'importe quel, elle peut censurer un peu le truc à sa sauce via des propositions de gouvernance. Euh, Très peu de projets finalement remplissent les cases du protocole de DeFi idéal. Et donc là, moi ce que j'aime beaucoup avec AAV, c'est que c'est un protocole qui existe, qui fait beaucoup d'argent. Sans Ponzinomics, on ne distribue pas des incitations économiques pour déposer de l'argent ou emprunter de l'argent sur AAV. Donc c'est un modèle économique qui est viable, c'est cross-chain, ça fait le café, c'est un marché monétaire. J'aime beaucoup Curve, mais le truc qui me dérange avec Curve, la technologie est superbe, hein, Uniswap V3 aussi, c'est que sur Curve, on distribue
des millions de dollars d'incentives par semaine. Et donc, ça, si on veut juste s'exposer aux jetons CRV, c'est pas optimal. Après, on peut être corrompu pour ces jetons CRV. Il y a beaucoup de lobby. Voilà. Ça, c'est un problème. Donc, est-ce que la finance décentralisée est vraiment décentralisée? Ça, c'est un point à regarder. Mais pour moi, je suis toujours optimiste. À mesure que l'on gagne en maturité, que des scandales arrivent, etc., les standards et les attentes en fait, des utilisateurs, je l'espère, augmentent. Et donc, de plus en plus de projets seront plus rigoureux quant au design en fait, de l'économie de leur protocole, feront en sorte que, voilà, feront mieux pour que la supply de leur projet soit décentralisée. C'est souvent des agendas qui sont sur plusieurs années. Donc, je pense que la DeFi est relativement nouvelle et j'espère qu'elle gagnera en maturité sur les prochaines années. Mm. Au-delà en fait des grandes innovations, la blockchain, le use case principal, hormis l'échange de valeurs, d'informations, la DeFi, etc., ben, ça peut être en fait réinventer tous les logiciels que nous utilisons aujourd'hui. Au-delà du streaming de musique décentralisé ou autre, qui n'est peut-être pas quelque chose d'idéal, il y a l'échange de NFT, d'accord, très bien, ça c'est quelque chose auquel certaines personnes sont attachées, mais on peut imaginer en fait un navigateur qui est respectueux de l'utilisateur, pour lequel on paye tous les mois, mais il n'y a pas de tracking, il n'y a pas de pub, et toutes les données indexées, elles sont on-chain. En fait, toute la navigation se fait on-chain et est indexée par une technologie comme par exemple The Graph. Par exemple, The Graph a récemment annoncé, j'étais à San Francisco pour leur conférence, quelque chose qui s'appelle Geo. Et donc, c'est un navigateur comme Brave ou Google Chrome, etc., qui, euh, qui en fait propose une expérience de navigation vers des ressources qui sont indexées, totalement qui sont totalement stockées on-chain avec de l'anchoring sur Polygon. Moi, je trouve que voilà, c'est balbutiant, c'est les débuts. On n'est techniquement pas encore au point pour supporter beaucoup d'utilisateurs sur un système comme ça, mais à terme, on peut imaginer tous les systèmes économiques, toutes les applications que l'on utilise qui sont aujourd'hui centralisées sur un, voilà, on peut les imaginer dans une Mm. interprétation Web3. Je déteste ce terme-là, Web3, mais voilà, Web3 ready. Alors, En fait, pour on Web peut, 3, tu vois, dès qu'on veut parler d'un truc qui a vaguement un lien avec les cryptos de plus loin, ça c'est Web3. c'est Web 3. Très bien. N'importe quoi. À propos de Web 3, on va parler un peu de Bitcoin. Oui, Donc, je vous ai vu vous friter sur Twitter. Donc je ne suis pas très impliqué là-dedans, mais je regarde un petit peu ce qui se passe. Et merde. voilà, la bataille entre les puristes du Bitcoin et entre guillemets le reste existe hein, partout dans le monde, aux États-Unis aussi. Je vois ça, c'est très très fort, surtout en ce moment quand les marchés sont baissiers. Mais moi, je trouve que c'est un débat qu'il faut avoir et qui est difficile à trancher. Je comprends que les gens soient très émotionnels par rapport à ça. Et justement, ça m'intéresse d'avoir le point de vue de quelqu'un qui a quand même vu beaucoup de protocoles de près, qui s'intéresse vraiment à ça. Euh, Comment tu abordes ça est-ce que, et j'ai envie de poser la question plus directement en te demandant de prendre un risque qui ne t'engage à rien. Est-ce que tu penses qu'un jour le Bitcoin ne sera plus la monnaie numéro une? Si oui, pourquoi? En fait, quand on parle de flippening, il y a la question de la market cap, mais finalement, le flippening, en réfléchissant un peu plus à tout ça, c'est peut-être pas une histoire de market cap. Le flippening, c'est juste combien de gens utilisent ce système pour faire des choses concrètement. Et force est de constater, après les volumes de la DeFi, on peut dire que c'est juste du ponzinomique, blablabla. Force est de constater que euh, les volumes, les activités, l'argent en fait qui est déposé sur différents protocoles DeFi, l'activité concrètement, le nombre d'utilisateurs impliqués sur par exemple Ethereum et ses applications de finance décentralisée sont plus importants, enfin on a quelque chose de plus important que sur Bitcoin. Donc plus de volume, plus d'échanges, plus d'interactions. Après, Bitcoin assure sa fonction et on ne sait pas jusqu'où ça peut croître avec de plus en plus d'endroits au Salvador ou en République centrafricaine qui commencent à démocratiser Bitcoin, à avoir des points de paiement un peu partout dans le monde où Bitcoin est utilisé voilà, comme instrument de transaction. On peut avoir Bitcoin comme outil de rémittance pour contourner un gouvernement un peu trop rigoureux, un peu trop méchant, pour envoyer de l'argent au Venezuela, en Ukraine, etc. Euh, Finalement, ce que j'ai envie de dire, c'est que la comparaison entre Bitcoin et Ethereum, elle fait pas sens. Mais est-ce qu'on peut parler de flippening? Je vais peut-être pas m'intéresser au prix et m'aventurer là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que pour moi, le flippening, il est déjà arrivé
il est arrivé au moment où il y a plus d'activités Mhm. on-chain sur Ethereum, concrètement, sur tous les aspects que l'on peut imaginer, que sur Bitcoin. Aujourd'hui, j'ai pas fait hein, l'état des lieux des deux chaînes, et en fait, à l'instant T, là, je m'en fous. Peut-être que Bitcoin, il y a plus de transactions sur Bitcoin, plus d'échanges de valeurs authentiques sur Bitcoin, mais je pense que ce flippening s'est déjà produit pour un court moment. Mais est-ce que j'ai envie d'hierarchiser les deux et dire que l'un est meilleur que l'autre? Non, parce que c'est absolument stupide. Et est-ce qu'ils remplissent la même fonction? Non, en fait, on peut aimer Bitcoin parce que pour sa provenance, le fait que Satoshi Nakamoto, il n'y a pas de fondation qui s'est approprié Bitcoin, même si Blockstream, enfin voilà, Bitcoin est vraiment libre. On peut aimer la preuve de travail, j'aime bien, c'est une sorte d'optimisation du power grid mondial et ça lui confère une grande sécurité. La quantité limitée, hein, la génération, c'est super. Sa nature politique, comment il est reconnu, accepté dans différents pays. On peut accepter en fait sa, on parle d'ossature, je crois, de ossification. Ça ne change pas en fait. Bitcoin ne change pas. Il n'y a pas eu de mise à jour de la politique monétaire de Bitcoin. Et ça, c'est quelque chose qui est. La confiance en Bitcoin ne peut qu'augmenter parce que ça fait 13 ans que c'est là et ça existe toujours. Et le monetary premium, en fait, les gens vont accorder une confiance de plus en plus forte à ce truc parce qu'il est là depuis plus longtemps. Et c'est aussi un effet dont bénéficie Ethereum. Mais on peut, par exemple, critiquer Ethereum parce que il y a eu une mise à jour de la politique monétaire avec le IP 1559. On peut l'aimer, hein, on peut l'apprécier, elle est géniale, mais on n'a pas envie de faire, on fera moins confiance à un système agile qui met à jour ses propriétés en fait de protocole aussi régulièrement finalement. Et ça, c'est peut-être pas ce qu'on veut. Mais est-ce que Ethereum a vocation à être monnaie? Non, peut-être pas. Mais Ethereum est un protocole rentable qui génère des frais. Et l'instrument que l'on utilise pour solliciter ce protocole, pour avoir de l'espace de bloc, eh ben c'est le jeton, c'est comme ça. On pourra dire ce qu'on veut, hein. Ouais, mais Ethereum aurait pu être construit comme un layer 2 sur Bitcoin en utilisant Bitcoin comme... Ouais, mais non, Mhm. ça n'existe pas. Et consensus est que, enfin, les gens construisent peut-être sur Rootstock, sur Stacks, sur Lightning Network, petit à petit, mais j'ai l'impression qu'ils n'y trouvent pas leur compte, soit parce que ces layer 2 ne sont pas Turing complete, ou soit parce qu'il manque des fonctionnalités, soit il n'y a pas assez il y a pas assez d'users, j'en sais rien. Les gens continuent d'être sur Ethereum. L'avenir nous dira hein, qu'est-ce qui se passera pour toute la partie applicative, smart contract, contrat intelligent, mais pour moi, ça ne se compare pas. Il n'y aura pas de numéro un, numéro 2, etc. Et puis pour tout ce qui en est des friteries, là, des fritages sur les réseaux sociaux, je pense que ça dérive tout simplement du fait que moi je suis assez déçu par les Layer 2 de Bitcoin. J'ai toujours été assez déçu par ce qu'ils avaient à offrir. Je reste toujours, en fait, ce que je dis souvent, c'est qu'il faut toujours réévaluer ses positions sur quelque chose, les mettre à jour et rester ouvert à voilà, une technologie. Je distingue bien les Layer 2 de Bitcoin et Bitcoin. Moi, je suis un grand fan de Bitcoin. Et on a le droit d'aimer Bitcoin, réinventer la monnaie, en accumuler, ne pas compter en dollars et garder des bitcoins parce qu'on a envie d'avoir quelque chose que l'on peut nous saisir, échanger avec, etc. Très bien. Mais on peut aussi en fait spéculer, être sur d'autres protocoles, faire de la shitcoinerie, etc. Et je pense qu'il y a une hypocrisie aussi dans ce secteur-là, c'est que beaucoup de gens se revendiquent, voilà, père la vertu, pro-chevalier, défenseur du bitcoin, one satoshi égale one satoshi, blablabla. Mais derrière, en fait, ils tradent avec du levier pour soi-disant accumuler plus de satoshi, où ils essayent, où souvent en fait cette haine de tous les non-bitcoiners vient d'une série d'investissements qui ont échoué dans les altcoins. Et finalement, on se radicalise et on va chercher les noises à toute personne qui essaye de reproduire son chemin d'échec. Mais ça se passe pas toujours comme ça pour tout le monde. Et concrètement, je pense faudrait peut-être éviter de caillasser, enfin de se caillasser mutuellement, de venir chercher les noises et construire des choses pour onboarder plus de gens en fait sur Bitcoin ou sur autre chose, parce que c'est comme ça qu'on va gagner le truc à la fin. Concrètement, la plupart je sais pas, de mes détracteurs, ils font pas grand-chose pour BTC. Je dis pas que c'est une généralité, il y en a qui font beaucoup d'initiatives, beaucoup de choses, qui font des événements, mais souvent, c'est juste des gens avec un pseudo Anon, une image Shutterstock, qui viennent te traiter de FDP et de... voilà, c'est toujours la même chose, quoi. Donc, je sais pas. C'est une grosse question qui m'intéresse beaucoup. Mhm. Bitcoin, ouais. Euh, Toi, justement, bah, tu parles de construire. Je t'invite à nous dire ce que tu construis. Tu as fondé, je ne sais pas si tu es seul dans ce projet-là, quelque chose qui s'appelle Node Guardians. Est-ce que tu peux m'en dire plus sur ce projet? Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Pourquoi tu as lancé ça? À qui ça va servir? Faut-il être ingénieur pour l'utiliser? Ah, en fait, pendant que j'étais dans ce process pour rentabiliser Journal du Coin,
j'ai remarqué que le gros problème des fondations et des protocoles, c'était le suivant: trouver onboarder des développeurs en fait sur leur écosystème. Et par quoi ça se fait ça? Ben, en créant des ressources hautement spécifiques, enfin, hautement techniques qui vont expliquer à ces personnes-là comment comprendre en fait une stack technologique X, Y ou Z, ou construire sur un écosystème, un framework X, Y ou Z, comment utiliser ces outils-là. Donc c'est des choses qui sont il n'y a pas beaucoup de boîtes qui produisent en fait ce genre de ressources-là, donc il y a une asymétrie entre l'offre et la demande. Donc je me suis dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire en proposant, en fait, en créant des ressources pour décortiquer les différents langages existants, les différents outils existants, les runtime, les machines virtuelles, etc. Mais en le faisant avec notre propre sauce. On ne va pas donner des ressources pour les débutants, total débutants, pour les développeurs qui sont. On ne fait pas de crash course. On va cibler un public plus intermédiaire et créer des ressources avec un niveau d'interactivité un peu plus avancé. Donc, on crée ce qu'on appelle des quêtes dans Node Guardians pour former les gens à différentes stacks technologiques. Donc, par exemple, l'optimisation de gaz sur Ethereum, déployer un contrat, il y a des cas pratiques, hein, déployer, construire son propre AMM, optimiser, faire son propre bot, j'en sais rien, d'arbitrage. Donc, pas mal de use cases, mais on le fait avec notre propre sensibilité, notre propre interprétation. Et après, en parallèle, ma passion, ça a toujours été les systèmes à preuve d'enjeu, l'infrastructure. Je voulais me positionner comme validateur et proposer une expérience en tant que delegator, une proposition de valeur qui consiste à rendre les réseaux plus décentralisés. Donc on explique aux gens comment monter leur nœud, mais ils peuvent aussi déléguer sur n'importe quel nœud, on leur donne les ressources pour le faire, ou sur le nôtre, et leur offrir la possibilité, je ne peux pas donner trop d'infos, mais leur offrir une expérience en fait de délégation qui est intéressante, et une interface aussi qui rappelle un peu les RPG, les STR dont je suis extrêmement fan, parce que souvent, pas mal de plateformes qui proposent du staking sont des thèmes WordPress, ça donne pas trop envie Peut-être qu'il y a un manque d'identité aussi là-dessus, donc je voulais vraiment créer quelque chose qui, qui réinvente ces deux expériences-là, contribuer à la sécurité en fait des réseaux distribués, et réinventer la ressource pour onboarder des développeurs, parce que en faisant des grants pour différentes fondations, sur ces dernières années, j'ai remarqué qu'il y avait une demande. Je n'avais pas le courage de nécessairement lancer ce projet au début, parce que je me disais que quelqu'un en Amérique allait le faire et allait mieux le faire, mais en fait, ça fait des années que je vois le truc. Il n'y a pas vraiment quelque chose qui propose ce que j'imagine, donc j'ai décidé de me lancer dans la construction de ce projet-là. Donc on est aujourd'hui une quinzaine de personnes, principalement des développeurs, des gens du monde entier, de Corée du Sud, de Suède, de Suisse, un peu de France aussi. Et on essaye de construire du coup ces produits, et on s'éclate pas mal. Bah, je vous Voilà un souhaite peu en où tout on en cas est. ouais, plein Et de une succès. quinzaine, et on est supporté par pas mal d'acteurs sympathiques de Mm. cet écosystème. On pourra communiquer dans pas longtemps à ce sujet-là. C'est pas lancé encore, hein, c'est juste. Non, Ok, ça en septembre. très bien. On n'est pas Sans pressé, vous engagement. avez remarqué. On s'en tape, on n'a rien à. Enfin, Il faudra ouais. timer la reprise. Euh, Oui. Ben, le journal du coin, je pense que c'est aussi un média qui doit prévoir des choses. Comment vous prévoyez d'évoluer? Est-ce que tout est secret? Est-ce que vous avez des idées? Alors Lucas, quand le bear arrive, le seul plan qu'on a, c'est C'est la juste survie. survivre et assurer la même fréquence de contenu, Mm. alors que potentiellement, il y a beaucoup moins de flux entrants. Et il y a 40 contributeurs quasiment au journal du coin, donc il y a une certaine charge à supporter. Et il faut réussir à proposer le même standing, la même fréquence de contenu, peu importe le contexte de marché. Ça, c'est déjà un gros challenge à surmonter, et j'espère ça va bien se passer. Voilà. Et après, essayer de créer des formats plus inédits. Je pense que la course au trafic, c'est pas celle qui, même si aujourd'hui je pense qu'on a la chance d'avoir le plus de trafic parmi les médias crypto, c'est pas celle qu'il faut gagner. Et il faut essayer de trouver sa niche, sa spécialisation, parce qu'à terme, les gros vont arriver et ils vont un peu saturer ce marché-là. Il faut se spécialiser sur certaines choses. Et moi, la vision que j'ai, c'est qu'on propose des contenus qui explorent un peu plus en profondeur certains concepts, qui vont un peu plus loin. On a déjà un peu exploré ce type de contenu-là sur les dernières années, mais qu'on fasse quelque chose de plus récurrent, qu'on continue, voilà, qu'on crée de nouveaux formats aussi, qu'on continue qu'on maintienne notre couverture de l'actualité avec une fréquence correcte, une dizaine ou une quinzaine d'articles par jour, on offre plus un meilleur engagement avec la communauté, plus d'initiatives aussi sur le terrain.
Donc concrètement, des événements, des meet-ups. Donc j'espère qu'on pourra aussi se permettre ça là sur les prochaines années. Mais voilà, pas de grands projets ou pas de coin en perspective. Pas de coin, bon, déception. Non, En tout non. cas, je vous souhaite bien du courage pour ce bear market. Je te remercie pour tout le temps que tu m'as consacré. C'était vraiment Merci Lucas. hyper intéressant. J'ai appris plein de choses. J'espère que les gens qui nous ont regardés aussi ont appris plein de choses. Je te souhaite une bonne continuation dans tous les projets que tu mènes en ce moment. Et puis peut-être à une autre fois sur la chaîne. Merci beaucoup Lucas, c'est très gentil de m'avoir convié et à très bientôt sur la chaîne, sur Twitter. Merci encore, c'est très sympa. Avec plaisir.